Codaf, votre coopérative de drainage et d'aménagement territorial à Bellevigny présente l'émission Si nous s'aimions. Julien Martineau. Retour sur le deuxième épisode de l'émission. Eric Ford, donc consultant eau et environnement à la Chambre d'agriculture Pays de Loire. Bonjour Eric. Bonjour à toutes et tous. Merci. Est-ce que tu peux nous présenter ton parcours ? Alors mon parcours, ça date un petit peu parce que je suis pas tout jeune maintenant, 42 ans. Tu n'as pas beaucoup de cheveux blancs donc ça va. Non, ils sont partis avant. Parcours, donc j'ai fait un BTS agro-production végétale, c'était à Dijon-Quetigny pour ceux qui connaissent un peu la France. Et j'ai enchaîné ensuite avec une école d'ingénieurs, maintenant ça s'appelle le VET-Agro-Sup, anciennement Enitac, à Clermont-Ferrand. D'accord. Et suite à ça, j'ai fait 6 mois en CDD chez un semencier international et j'ai enchaîné par la prise de fonction à la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire. C'était le 7 septembre 2007 de mémoire, où j'étais conseiller grande culture sur la plaine du Sud Vendée. Et en 2011, je suis passé sur le registre eau et irrigation pour devenir consultant il y a quelques mois récemment. Ok. Donc cette évolution effectivement de carrière t'a permis de te focaliser un petit peu sur l'eau. C'est quelque chose qui t'anime auquel tu tiens à cœur ? Alors l'eau, c'est un vaste sujet. Hein. Je suis un petit peu perché des fois sur cette thématique-là de par les recherches que j'ai fait dessus. L'eau a toujours été présente parce que je suis issu du monde agricole, comme mon invité qui est sur ma gauche. Je suis issu du monde agricole. J'ai des parents qui étaient éleveurs et céréaliers sur le centre France. Donc moi j'ai vu connaître l'évolution de l'exploitation familiale avant et avec l'irrigation. Donc ça a été un tournant dans l'exploitation et de par ma formation et ensuite mon cursus, c'est naturellement que je suis venu sur cette thématique-là. Qui plus est avec les grands projets structurants qu'on a eu sur le sud du département, les fameuses grandes réserves d'eau, qui font partie prenante et intégrante de mes missions quotidiennes. D'accord. Alors justement, tu parlais de mission. Aujourd'hui, pour expliquer les gens qui découvrent un petit peu ton métier, comment la Chambre d'agriculture accompagne, ou c'est quoi les missions de la Chambre d'agriculture pour les agriculteurs sur cette thématique-là ? Alors, pour essayer d'être synthétique et bref, elles sont de 3 natures différentes. Donc on a, comme toutes les chambres d'agriculture au niveau de la France et au niveau de la région Pays de la Loire, on a un rôle consulaire où on accompagne nos élus agricoles sur les différentes thématiques liées à l'irrigation pour défendre le milieu agricole vis-à-vis de cette ressource en eau qui est vitale. On a une deuxième partie où on accompagne les agriculteurs qui sont des porteurs de projets, notamment pour devenir irrigants ou par rapport à des questions de drainage qui ont été évoquées éventuellement tout à l'heure. Tout ce qui est accompagnement sur la création de retenues d'irrigation, de retenues collinaires, de forage, sur la déconnexion de plans d'eau. On est là pour accompagner le monde agricole qui se pose des questions par rapport à des mises en conformité. Donc on est là pour répondre à leurs questions et les accompagner dans ces dossiers-là. Et puis la troisième partie de nos missions, c'est sur l'accompagnement aussi des agriculteurs, sur une meilleure efficience vis-à-vis de cette ressource en eau, à travers des formations sur une meilleure efficience de l'irrigation et des pratiques, dont je suis un des formateurs sur la région Pays de la Loire, et puis également sur de la prestation qu'on fait pour le monde agricole, sur la mise en place de matériel directement sur les parcelles agricoles, pour leur aider à faire un meilleur pilotage de l'irrigation par rapport à des pratiques qui peuvent être empiriques quelquefois, pour essayer d'apporter vraiment l'eau quand il y en a besoin, la bonne quantité au bon moment, et faire en sorte que le moindre mètre cube soit le mieux valorisé possible par les cultures. Ouais. Donc effectivement, il y a l'aspect stockage, il y a l'aspect disponibilité de l'eau effectivement au bon moment pour la culture. Donc il y a une notion en fait qui est liée au territoire, puis après il y a une notion qui est liée en fait au matériel. Et vous en fait à travers ça, vous accompagnez ou vous êtes capable de dire sur un projet, sur telle parcelle ou sur telle culture, il faudrait plutôt partir sur tel process ou comment jusqu'où en fait vous allez accompagner les agriculteurs. Alors, il y a deux types de porteurs de projets. Soit celui qui est déjà irrigant depuis des années et qui a déjà un matériel qui est présent sur l'exploitation, qui est en place depuis 20, 30 ans. Donc là, on reprend l'existant et on essaie de voir où est-ce qu'il y a encore des voies d'amélioration. Donc souvent, c'est pour des gens qui se posent la question, est-ce qu'aujourd'hui, j'arrête l'irrigation par enrouleur pour passer sur du matériel plus efficient, type rampe ou pivot,
qu'on voit fleurir de plus en plus sur le territoire des Pays de la Loire et de la Vendée, soit alors c'est sur des gens qui souhaitent devenir irrigants. Aujourd'hui, on a encore des candidats et des candidates qui sont intéressés pour devenir irrigants sur leur exploitation parce qu'elles n'ont pas de volume d'eau disponible. Donc là, par contre, on a tout à créer et on est là pour éventuellement les accompagner sur les premières phases de questions qui se posent, qui sont légitimes. Combien j'ai besoin de mètres cubes sur l'exploitation, quel réseau je dois mettre en place, quel diamètre, quel matériel sera le plus efficient pour apporter ce volume d'eau, et après aussi pour répondre sur des problématiques qui sont liées à l'irrigation, qui sont liées à l'énergie. On n'en parle pas suffisamment quand on parle d'irrigation. L'irrigation, c'est aussi de l'énergie, ça consomme de l'énergie. Les pompes, ça ne tourne pas avec uniquement le soleil et la pluie. Donc voilà, on essaie de répondre à toutes ces questions qui se posent et qui sont tout à fait légitimes. Et c'est des procès, je suppose, qui doivent être assez longs parce qu'il y a une phase d'étude, il y a une phase effectivement donc d'étude de faisabilité, et après il y a un accompagnement technique jusqu'à la mise en place. Ça peut demander combien de temps à peu près ? Alors, quand on parle d'irrigation et de création, quand on veut devenir irrigant et qu'on n'a rien, effectivement, comme ça a été très bien souligné tout à l'heure par l'agriculteur, c'est des dossiers qui sont longs. Une partie instruction, administrative qui sont longues. Il faut compter quand on part de rien, quand on se lance vraiment dans les procédures, allez, minimum 4 à 6 mois déjà, rien que pour faire un dossier de pré-étude et d'étude, ce qu'on appelle des dossiers loi sur l'eau, parce qu'on ne fait pas un forage comme ça du jour au lendemain parce qu'on a envie de le faire, hein. C'est très réglementé en France. On ne fait pas une retenue d'eau non plus du jour au lendemain en prenant un bulldozer et puis un tractopelle. Non, il y a tout un travail administratif à faire en amont, avoir les autorisations préalables pour se lancer dans la phase effective de travaux. Donc rien que ça, il faut compter entre 4 et 6 mois, monter un dossier, ce qu'on appelle nous des dossiers loi sur l'eau, qui sont là aussi ensuite soumis à validation par les services de l'État, par les services de la DDT chez nous. Vous comptez un dossier loi sur l'eau, allez, si je dois en parler même d'aspect financier, le minimum aujourd'hui c'est entre 14 et 15 000 euros rien que pour faire un dossier loi sur l'eau avant même qu'on ait commencé les phases opérationnelles sur le terrain. D'accord. Donc effectivement c'est assez long. Après c'est des montants qui sont importants, mais c'est aussi un investissement qui est là après pour plusieurs années. Alors quand on a la chance d'avoir les autorisations, parce qu'aujourd'hui on est quand même sur des secteurs en France où c'est très réglementé et qu'on n'a pas la possibilité de devenir irrigant du jour au lendemain pour tout le monde, hein, la ressource est une ressource précieuse et rare. Quand on a la chance d'avoir les autorisations, effectivement c'est des choses qui sont structurantes pour une exploitation et pour une entreprise. Aujourd'hui, quand on raisonne irrigation, aujourd'hui c'est la première source de sécurisation d'une exploitation agricole. C'est une assurance, clairement c'est une assurance pour assurer un volume de production régulier, quelles que soient les années climatiques, et essayer d'avoir une certaine forme de résilience vis-à-vis des aléas climatiques. Ouais. L'idée malgré tout, c'est quand même de pouvoir constituer des stocks d'eau majoritairement excédentaires l'hiver pour pouvoir les réutiliser en période estivale. Oui, alors ça c'est une stratégie qui a été très bien mise en place par nos aïeux, hein, qui ont tous eu un raisonnement très pragmatique. C'est pas une surprise en France, il pleut plus l'hiver que l'été. On est sur un climat quand même assez contrasté. Et depuis les années 1970-1980, les agriculteurs ont spontanément pris l'initiative de stocker une partie du surplus d'eau hivernale dans des retenues collinaires, alors soit individuelles, soit privées. Aujourd'hui, rien à titre d'exemple, hein, sur le département de la Vendée, c'est 70 millions de mètres cubes d'eau qui sont à peu près utilisés pour l'irrigation. Sur les 70 millions de mètres cubes, il y en a quand même 50% qui sont stockés dans des retenues, qu'elles soient privées ou collectives. C'est une spécificité du territoire, parce qu'on a des réseaux hydrographiques en Vendée qui sont avec des régimes qu'on appelle très contrastés. Quand il pleut l'hiver, on a des débits qui sont très vite hauts et soutenus. À l'inverse, dès qu'il pleut plus en période de printemps et d'été, on est sur des cours d'eau qui se tarissent naturellement, alors même qu'on n'a pas d'incidence de l'homme. Donc naturellement, les agriculteurs ont pris spontanément, fin des années 70-80, l'habitude de stocker une partie de ce surplus d'eau hivernale dans des retenues pour ensuite le réutiliser en période où on en a besoin, c'est-à-dire l'été. La consommation d'eau pour un département, donc population comprise, hein, est-ce qu'on sait à peu près à combien quel est le volume en fait ça représente ?
le volume de l'eau consommée pour un département entre les habitations, les industriels, l'agriculture. Là, c'est sur le département de la Vendée, parce que je connais plus le département de la Vendée que sur les autres départements de la région. Je vous ai dit, pour le monde agricole, c'est à peu près 70 millions de mètres cubes qui sont consommés annuellement, que pour l'irrigation. À titre de comparaison, au niveau de l'eau potable, c'est environ 50 à 55 millions de mètres cubes qui sont consommés. D'accord. Donc vous allez me dire, oui, ça représente plus au niveau agricole. On est quand même sur des ressources qui sont très peu liées. C'est aussi une spécificité du territoire vendéen, c'est qu'on n'est pas en concurrence sur les différentes natures de ressources que je viens de citer, entre eau potable et eau agricole. Attention, avec de l'eau agricole, on fait de l'irrigation, on fait des produits alimentaires, on fait de la production de fourrage, de céréales et de production à haute valeur ajoutée, comme notre invité qui est à côté de moi. Voilà, faut comparer ce qui est comparable. Et n'oublions pas que l'eau rentre dans son cycle et qu'une partie du volume qui est apporté via l'irrigation retourne dans l'atmosphère. Oui. C'est pas l'exportation pure, attention. Oui, bien sûr. Non, mais c'est important de préciser, parce que c'est vrai que parfois, on raccourcit un peu les discours, et puis, en fait, on a mangé la moitié de l'information, et parfois, la deuxième partie de l'information était plus importante que la première. Donc, voilà. Mais effectivement, sur l'autre volume effectivement, qui est utilisé par la population, effectivement, elle ne retrouve pas son cycle naturel à 100%, ça c'est certain. Elle retourne dans l'environnement quelque part. Après, l'eau potable en Vendée a eu la même logique que le monde agricole, c'est-à-dire que la majorité de l'eau potable en Vendée est stockée dans des barrages. Aujourd'hui, on a 13 barrages qui sont interconnectés sur le département. C'est une chance, c'est une richesse. La stratégie était la même. Entre l'eau potable et le monde agricole, ils ont eu la même réflexion et ils ont eu la même stratégie. Comment les chambres d'agriculture elles peuvent jouer un rôle dans les réglementations à venir pour préserver ou protéger un peu ce monde agricole ? Alors, parce que ça fait partie déjà de sa mission. Oui, ça fait partie de nos missions. Aujourd'hui, on essaie de faire en sorte que les différentes réglementations soient le moins restrictives possible pour donner encore accès à l'irrigation à ceux qui n'en auraient pas encore aujourd'hui, ou à préserver l'accès à l'irrigation pour ceux qui sont déjà irrigants depuis 30 à 40 ans. Aujourd'hui, on a quand même une réglementation qui se densifie, quand même, c'est la tendance générale, avec une volonté de prélever moins de volume dans les milieux, notamment en période estivale, pour protéger les milieux aquatiques. Aujourd'hui, nous, notre rôle, c'est d'être vigilants pour essayer de concilier toutes les demandes, que ce soit aussi bien sociétales, qui sont légitimes, la protection des milieux aquatiques, tout en gardant quand même capacité à pouvoir maintenir l'irrigation sur ce territoire, voire le développer quand on a encore des secteurs où, d'un point de vue quantitatif, il y a encore de la ressource qui est mobilisable, soit pour de l'eau potable, soit pour de l'irrigation, soit pour l'industrie. En tout cas, merci pour cette approche et puis cette vision. On espère en tout cas qu'on a les bons outils en tout cas pour accompagner l'agriculture dans ce sens-là. Et puis on suivra les projets puis les évolutions dans ce registre-là. Merci à toi en tout cas. Merci pour le temps d'antenne. Ouais. Toujours très appréciable. Je laisse place à Erika pour un deuxième morceau. Exactement. Allez, vous interprétez costume. C'est parfait. On a pris mes mesures un jour comme ça. On m'a mis des aiguilles ici ou là, sans vraiment me demander mon opinion. Ils ont cru que leur schéma était les bons. Ce costume-là est trop pétriqué pour moi. Trop de contraintes de gens, je n'aime pas trop ça. Oh, leur contrat d'esclavagiste, moi je dis non merci. Laissez-moi plutôt vivre ma vie. Je préfère vivre nu qu'avec ce costume-là. Enlevez-moi ce masque sociétal que je ne veux pas. Oh, laissez-moi encore bien loin du regard extérieur. Laissez-moi choisir la matière et le tailleur. Oh, ce costume-là est bien trop
trop blanc pour moi. Oui, sa couleur, c'est clair, ne m'attire pas. Oh, moi j'ai le cœur qui pétille à l'intérieur. Laissez-moi encore du temps pour trouver mon âme sœur. Je préfère vivre nue qu'avec ce costume-là. Enlevez-moi ce masque sociétal que je ne veux pas. Oh, laissez-moi encore bien loin du regard extérieur. Laissez-moi choisir la matière et le tailleur. Oh, oh. Oui, je suis le genre de fille comme ça, qui s'en fout pas mal de pas cocher ces cases-là. Oui, je suis le genre de fille comme ça, qui s'en fout pas mal de toutes ces conventions-là. Je préfère vivre nue qu'avec ce costume-là. Enlevez-moi ce masque sociétal que je ne veux pas. Oh, laissez-moi encore bien loin du regard extérieur. Laissez-moi choisir la matière et le tailleur. Oh, oh. Ce costume-là est bien trop grand pour moi. J'ai pas les épaules pour ça. Sur son étiquette, 4 lettres qui me font peur. Maître mère doit aussi venir à son heure. Oh, oh. Je préfère vivre nue qu'avec ce costume-là. Enlevez-moi ce masque sociétal que je ne veux pas. Oh, laissez-moi encore bien loin du regard extérieur. Laissez-moi choisir la matière et le tailleur. Oh, je préfère vivre nue qu'avec ce costume-là. Enlevez-moi ce masque sociétal que je ne veux pas. Oh, laissez-moi encore bien loin du regard extérieur. Laissez-moi choisir la matière et le tailleur. Oh, oh. Je préfère vivre nue. L'émission Si nous s'aimions vous était présentée par Codaf, votre coopérative de drainage et d'aménagement territorial à Bellevigny.